J'ai découvert du coup Léo Duff sur YouTube et ça attise ma curiosité, son contenu. Regardez ça. Il parle de high-tech, il dit qu'il parle de high-tech. Le plan d'Apple pour faire de Black Mirror une réalité. Pourquoi vous n'avez rien compris à ChatGPT? L'intelligence artificielle, TikTok. Il parle de plein de sujets, franchement ça a l'air intéressant globalement. Je me suis dit que ce serait intéressant de parler un petit peu de ce qu'il dit dans sa vidéo sur l'IA, la retraite, etc. Moi je dis, let's go, on fait un petit react, on en discute. Je sais, la réforme des retraites, ça fait un moment, on est passé par plein d'autres débats depuis, je vous remets dans l'ambiance. Françaises, Français, mes chers compatriotes. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement. Putain, c'est quand même ouf tous ces événements. Hein. Dire que ça fait moins d'un an, tout cet épisode-là, et j'ai déjà l'impression que tellement de gens sont passés à autre chose et ont acté la défaite. Et genre ça y est, maintenant c'est la nouvelle réalité, genre la retraite est à 64 ans et on n'en parle plus quoi. Au moins cette vidéo elle mérite d'en reparler hein. En août 2023, c'est super important. Moi je pense qu'il faut jamais arrêter d'en parler de ce sujet. Hein. C'est un truc sur lequel, déjà ça touche absolument tout le monde, d'accord? Donc ça politiquement c'est un truc très important. Le fait que tout le monde est concerné, que tu peux pas dire « Oh non, moi je m'en fiche de ce sujet parce que ça me touche pas », ça fait déjà un argument de moins pour tous les gens qui d'habitude utilisent des excuses comme ça pour pas trop s'intéresser ou pour dire non finalement c'est pas grave qu'il y ait ce recul là sur des droits, sur telle ou telle loi du travail, etc. parce que je suis pas concerné. Non, déjà il n'y a pas ça. Ensuite c'est un sujet sur lequel l'extrême droite a été catastrophique parce qu'ils ont complètement collaboré avec la Macronie. Vraiment, moi je pense qu'il faudra pas du tout oublier ce truc-là et il va falloir en parler pendant tout le quinquennat de Macron. Si les gens vous disent non, mais on est passé à autre chose, machin, c'est pas... Non, il faut parler de ça. Genre ça, c'est complètement lunaire comme réforme. Il n'y avait aucune raison de la faire. Bon, les retraites en France sont collectives. Tout le monde finance la retraite de tout le monde. Chaque mois, de l'argent est prélevé sur votre salaire et sur les charges que paye votre employeur. C'est ce qu'on appelle les cotisations et une partie de cette somme sert à financer les retraites des Français. Le problème, c'est qu'on a un déséquilibre entre le nombre de retraités et de travailleurs. La France connaît un vieillissement de sa population parce qu'il y avait plus de naissances dans les années 50 que dans les années 90, donc on a de moins en moins de travailleurs qui peinent à financer de plus en plus de retraités. La réforme des retraites, mise en place par le gouvernement, vise à progressivement repousser le départ à la retraite de 62 ans aujourd'hui à 64 ans d'ici 2030. Si les gens travaillent... Ouais, ok, alors on rappelle que ce déficit qui allait passer par un maximum de 12 milliards de déficit, si je me souviens bien, pour un système de retraite qui a plusieurs centaines de milliards d'euros qui transitent par les caisses tous les ans. Donc c'est vraiment pas un si gros déficit, mais même ce déficit-là, on rappelle que c'était un des scénarios, je sais plus, je crois qu'il y avait 4 scénarios du corps. Il y avait 4 scénarios, je pense, dans leur analyse. Hein. Et c'était seulement la pire hypothèse possible. Et on se rappelle que c'était quoi les hypothèses de départ dans ce cas-là, où on avait ce déficit de 12 milliards maximum, parce que la courbe de déficit passait par un déficit max de 12 milliards, on va dire, à un moment. On rappelle que l'hypothèse, c'était une assez conséquente baisse des salaires de tous les fonctionnaires en France. Hypothèse complètement farfelue, d'accord? On est d'accord que c'est quand même bizarre de dire, dans un contexte inflationniste, on va baisser, je crois que c'était 10% Codorius, je crois que c'était même peut-être plus que 10%, mais c'était littéralement une baisse de salaire des fonctionnaires qui était prise en hypothèse. Et du coup, oui, si tu baisses les salaires des fonctionnaires, bah, tu vas avoir moins d'argent qui rentre parce que les cotisations étant proportionnelles au salaire, tu baisses les cotisations. Donc c'était extrêmement bizarre, hein, ce truc-là, ce scénario de déficit. Ça a été largement remis en question par les économistes qui se sont penchés dessus. On se souvient, Michael Zemmour notamment, qui avait débunké ça, mais il n'était pas le seul. Hein. À peu près tout le monde a vu la manipulation que faisait Macron quand il disait qu'il y avait ce truc-là et qu'on devait le faire. Et là, du coup, Léo Duff reprend un des arguments macronistes, c'est-à-dire de dire la population vieillit, il y a un déséquilibre, etc. Le truc, c'est qu'en fait, il prend quelle référence de temps? Les années 90. D'accord, mais c'était quoi le PIB de la France dans les années 90? PIB de la France, évolution, 1990, on était à 1400 milliards environ, et aujourd'hui on est à quoi? 2400 milliards, un truc comme ça? Bref, le PIB a massivement augmenté, et donc en fait le pays produit beaucoup plus de richesses qu'en 1990, donc c'est une question de répartition des richesses,
Il n'y a pas vraiment de souci avec le financement, même si... Alors, techniquement, si on ne change pas le système de retraite, moi, j'y crois pas à cette hypothèse de on va baisser les fonctionnaires de 10%, c'est plutôt l'inverse, les fonctionnaires vont être augmentés parce qu'évidemment, il faut suivre l'inflation. En tout cas, moi, je ferai tout pour qu'on mette en place des augmentations de salaire pour les fonctionnaires pour pas qu'ils perdent littéralement du pouvoir d'achat, alors qu'ils travaillent tous les jours, ils font le même travail. Je vois pas pourquoi ils pourraient acheter moins avec ce qu'ils gagnent. D'ailleurs, il faudrait même qu'un tas de fonctionnaires soient augmentés. D'accord ? Mais... Petit rappel aussi qu'on peut juste augmenter le taux de cotisation si on veut financer les retraites. Pourquoi est-ce que décaler l'âge de départ serait la solution ? Bref, je trouve que Léo Duff, à part s'il dit des trucs que je viens de dire là après, je trouve que c'est un petit peu biaisé quand même sa couverture du sujet. Sa population, parce qu'il y avait plus de naissances dans les années 50 que dans les années 90, donc on a de moins en moins de travailleurs qui peinent à financer de plus en plus de retraités. La réforme des retraites, mise en place par le gouvernement, vise à progressivement repousser le départ à la retraite de 62 ans aujourd'hui à 64 ans d'ici 2030. Si les gens travaillent plus longtemps, mathématiquement, il y a plus de travailleurs pour financer moins de retraités. Ouais, mais s'ils produisent plus de richesses, Léo, il faut dépasser le stade zéro de la réflexion économique en répétant voilà un élément de langage qui paraît super cohérent et super logique à premier abord si tu t'as pas étudié de plus près. Mais en approfondissant, tu vois qu'en fait, c'est pas si simple que ça. Ça dépend pas juste du nombre de personnes d'un certain âge, ça dépend de la production de richesse. C'est une mesure comptable visant à réguler l'écart démographique entre les travailleurs et les retraités afin d'assurer son financement sur le long terme. Donc non, c'est pas une mesure qui vise à faire ça. En fait, on ne sait pas ce qu'elle vise, d'accord ? Parce qu'on ne peut pas vraiment déduire c'est quoi l'intention de ces gens. En tout cas, dans les raisons données par le gouvernement, toutes les raisons étaient fallacieuses. Ce n'étaient pas des vrais arguments qui justifiaient ça. Bon, là, il a répété à peu près les arguments du gouvernement. Rappelle qu'on peut tout simplement mettre la retraite à 60 ans, par exemple, en augmentant les cotisations. Rien qu'en payant, je pense que si je me souviens bien, la stat, c'est rien qu'en payant les femmes autant que les hommes, on aurait de quoi financer une baisse de l'âge de départ à la retraite, techniquement ? Est-ce que ça suffira ? Probablement pas. Malgré la réforme, le Conseil d'orientation des retraites estime que le système de retraite restera déficitaire à l'horizon 2030 et qu'il se dégradera au-delà. Alors j'ai évidemment un avis de citoyen. Il est en train de prendre premier degré ce que raconte la droite sur le système de retraite, le fait qu'il est au bord de la faillite, etc. Réfléchissez 2 secondes, les gens. Qu'est-ce qui rentre dans les caisses de retraite ? Les cotisations sociales. S'il n'y a pas assez d'argent dans le système, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas juste augmenter les cotisations du coup ? C'est toujours ce truc, il n'y a pas d'alternative néolibérale en mode on peut rien faire, le seul truc à faire c'est repousser l'âge de départ à la retraite, c'est le seul paramètre sur lequel jouer. Enfin vraiment, c'est tellement une simplification fallacieuse de la réalité de raisonner comme ça. Hein. Sur cette réforme, mais j'aimerais attirer votre attention sur autre chose. Je vois pas la politique comme un vecteur de changement, je crois qu'elle ne fait que s'adapter à ce qu'on lui impose. Je vois pas la politique comme un vecteur de changement. Ouais, genre le droit de vote des femmes par exemple. C'était pas un changement qu'on a mis en place par la politique. Les 35 heures, c'est pas un changement qu'on a mis en place par la politique. Les transports en commun. D'accord, c'est une contradiction. Il dit, la réforme de Macron vise à rééquilibrer un problème dans le système de retraite. Bah donc c'est une mesure politique. Donc elle vise à faire un changement. Donc pourquoi dire juste après que... Ok, bon. Je vois pas la politique comme un vecteur de changement. Je crois qu'elle ne fait que s'adapter à ce qu'on lui impose. Et à mon sens... En fait, c'est une fausse opposition, d'accord ? C'est les deux. Les deux sont vrais en même temps. La politique est un vecteur de changement et aussi la politique retranscrit des changements qui ont lieu dans la société. En plus, la politique, ça veut dire quoi ? Tout est politique, d'accord ? Bref. Arrête de mettre pause, je veux savoir pourquoi... Ok, on va écouter. Se dégradera au-delà. La politique comme un vecteur de changement, je crois qu'elle ne fait que s'adapter à ce qu'on lui impose. Et à mon sens, les révolutions qui vont lui être imposées sur les prochaines décennies ne lui laisseront pas le temps de voir les conséquences de cette réforme. Goldman Sachs estime que l'automatisation des tâches professionnelles par l'intelligence artificielle pourrait remplacer 300 millions d'emplois à temps plein et que les 2/3 des professions américaines sont exposées à l'automatisation. Ouais, en gros, la raison pour laquelle il dit ça, c'est parce qu'il essaye de dire, en fait, les évolutions technologiques auront lieu peu importe ce qu'on fait, peu importe les décisions politiques, et du coup... elles s'imposeront et les gouvernements devront tenir compte de ces évolutions et n'ont aucun contrôle dessus. Ce qui est faux, hein, ce qui n'est pas vrai. Le gouvernement peut très bien réguler les domaines technologiques, les usages. Enfin, récemment, par exemple, le RGPD mis en place par l'Union européenne, c'est du changement qui a été obtenu par des décisions collectives, politiques, mises en place dans les institutions, dans le gouvernement, entre guillemets, européen, d'accord ? Remplacer 300 millions d'emplois à temps plein et que les 2/3 des professions américaines sont exposées à l'automatisation par IA. La bonne nouvelle, c'est que ma génération ne partira peut-être pas à la retraite à 64 ans. La mauvaise, c'est qu'on pourrait y être beaucoup plus tôt. Dans l'ombre du progrès technologique, l'homme ne doit pas perdre de vue qu'il est la lumière qui éclaire la machine et non l'inverse.
Friedrich Ehlenstein. Pour rappeler à la machine qui est qui, le philosophe Raphaël Enthoven a fait un match contre ChatGPT, une épreuve de bac sur le thème « Le bonheur est-il affaire de raison ?» et il a gagné. L'intelligence artificielle peut exceller aux échecs, peut exceller aux jeux de Go, peut exceller dans la vie et peut-être hanter tous les domaines de nos existences. Mais alors en philo, dans 1000 ans, on ne sera toujours pas concerné par ça. La machine ne pourra jamais penser comme l'homme. Exactement. Elle ne pourra jamais penser tout court. Tout court. Tout court. Ne pourra jamais penser ce que la philo exige en tout premier. La pensée, c'est le processus mental qui mène à la capacité de fabriquer une idée. L'intelligence artificielle n'a effectivement pas la capacité de penser et ne saura peut-être jamais le faire. Mais comment vous faites la différence entre une idée réelle et une idée... Là, je suis désolé, mais en tant qu'humanité, à un moment, il va falloir regarder la réalité en face et comprendre que nous-mêmes, on n'est que des réseaux de neurones méga complexes. Mais en fait, nos cerveaux, c'est de la merde, en fait. Hein. C'est littéralement des réseaux de neurones avec des signaux électriques, avec des seuils d'activation. D'accord, il y a des centaines de milliards de neurones. C'est beaucoup plus complexe et il y a plein de choses qu'on ne sait pas dans le fonctionnement en détail. Donc oui, d'accord, les réseaux de neurones artificiels qu'on a aujourd'hui sous forme d'ordinateur, etc., ne sont pas du tout approchant le niveau de complexité du cerveau humain. Mais vous ne trouvez pas qu'il y a un truc hyper... comment dire, genre humano-centré. Enfin, en fait, il y a une espèce d'ego de l'humain qui se croit supérieur à un réseau de neurones qui serait pas fait de cellules biologiques, etc. Non, c'est une illusion, les gens. Hein. Le cerveau est une machine à code, on n'a pas compris comment le déchiffrer, mais c'est juste un ordi biologique. Je pense qu'il y a énormément de déni de la part de beaucoup de gens sur ce truc-là, du style « Non, mais la machine ne peut pas penser comme nous. Nous, on est tellement supérieurs. Nous, on a l'intelligence, on a la créativité, machin. » Non, genre, on est des réseaux de neurones. Quand on est né, on commence à avoir des expériences sensorielles qui sont enregistrées dans notre mémoire, exactement de la même façon qu'on entraîne ChatGPT. Et après, on sait refaire des trucs qu'on a appris. Donc oui, d'accord, ChatGPT, c'est genre 0,001% de la capacité et de la complexité du cerveau humain, ok? Le fonctionnement sous-jacent est techniquement le même. Hein. Et oui, du coup, ça nous amène à des conclusions qui peuvent peut-être vous n'êtes pas d'accord avec ça, mais oui, techniquement, au bout d'un moment, un réseau de neurones, même qui n'est pas biologique, qui n'est pas approchant de notre complexité, on peut se poser la question de est-ce que c'est vivant ou pas? En fait, le concept même de un être vivant, on n'a pas vraiment encore la réponse sur c'est quoi les critères pour dire que quelque chose est vivant, quelque chose n'est pas vivant. Hein. Souvent, quand vous essayez vraiment d'examiner cette question, ça devient super compliqué après, au niveau scientifique, parce qu'on se pose la question, où est la limite, même sur tous les êtres qu'on considère vivants sur Terre, où est la limite pour dire là c'est vivant, là c'est pas vivant. Est-ce qu'un virus c'est vivant par exemple, sachant que les virus c'est unicellulaire? Si vous dites non, les virus c'est pas vivant, est-ce que les bactéries c'est vivant? En fait, c'est hyper complexe et je pense que le débat est toujours en cours dans le domaine scientifique, dans le domaine de la biologie. Et de toute façon, même si on met une limite et on dit voilà, c'est ça les critères d'être vivant, par exemple, il faut être un organisme multicellulaire avec tel critère de cellule, telle ou telle fonction dans la cellule, bref. Si vous dites ça, comment est-ce qu'on est sûr que la vie sur les autres planètes, c'est pas impossible qu'il y ait de la vie sur d'autres planètes, si ça se trouve, elle s'est pas développée du tout avec le type de cellules et le type de fonctionnement très basique de la vie sur Terre. Donc tout ça, c'est pas. Donc si jamais il y a de la vie, si on découvre de la vie qui vient d'autres planètes, on va dire que c'est pas vivant. Si on découvre des individus qui ont l'air sentients, qui ont l'air d'agir selon une volonté propre à eux, etc., et qui en fait qui n'ont pas les mêmes cellules qu'on a sur Terre et tout, on va dire que du coup, c'est pas vivant. Enfin, vous voyez, en fait, on peut pas vraiment donner de critères pour le vivant. Bref, c'est très compliqué. Là, on est allé très loin, très vite. Mais l'argument pour les virus, c'est pas qu'ils sont unicellulaires, mais qu'ils ont pas d'appareil reproducteur propre à eux. Bah ouais, mais bon, c'est un peu arbitraire pour moi. Hein. En fait, n'importe quelle définition de la vie, vous allez trouver que c'est super arbitraire au final. Hein. Le débat n'est pas du tout ce qui a des cellules est vivant, ça c'est le consensus. Comment ça? Les bactéries, il n'y a pas de débat, c'est vivant parce que ça transforme des molécules en énergie et ça se reproduit. La majorité des définitions en biologie sont arbitraires et pas parfaites. Ouais, mais là c'est même, je pense que ça dépasse même la biologie. Enfin, c'est vraiment le concept de être vivant ou être pas vivant. Bref, du coup, moi, je pense que les réseaux de neurones artificiels qu'on est en train de construire, au bout d'un moment, il va falloir reconnaître qu'en fait,
Il n'y a pas vraiment de différence avec les autres êtres vivants, les animaux, les humains. Enfin bon, gros débat les gens, c'est très très compliqué. Mais je ressens un peu de... les humains sont intelligents et les machines pourront jamais être au niveau des trucs comme ça. Anthropocentré, ouais, bien fait pour tous, merci. Tout court, ne pourra jamais penser ce que la philo exige en tout premier. La pensée, c'est le processus mental qui mène à la capacité de fabriquer une idée. L'intelligence artificielle n'a effectivement pas la capacité de penser et ne saura peut-être jamais le faire. Mais comment vous faites la différence entre une idée réelle et une idée artificielle ? Vous ne le faites pas, sinon vous auriez su que, dans l'ombre du progrès technologique, l'homme ne doit pas perdre de vue qu'il est la lumière qui éclaire la machine et non l'inverse. Ce n'est pas de Friedrich Einstein, c'est de ChatGPT. D'ailleurs, Friedrich Einstein n'existe pas. Après lui avoir demandé d'écrire une phrase philosophique, Ah, le petit twist, nice. et cette photo a aussi été générée par une IA. L'identité, l'univers et la pensée de Friedrich Einstein ont été créés par une entité qui ne pense pas. Si vous n'avez rien remarqué, c'est que les mécanismes qui mènent à une idée n'ont pas vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est le résultat. Son idée n'est pas le résultat d'une connexion biologique, elle est le résultat de calculs algorithmiques entraînés sur des milliards de données, mais c'est une idée quand même. Si je paraphrase ce que dit Raphaël Enthoven, l'intelligence artificielle pourra remplacer tout le monde, sauf Raphaël Enthoven. Le problème, c'est qu'il y a au moins une personne dans chaque corps de métier qui se pense irremplaçable. Ce qu'ils ignorent tous, Ouais. Là, il a raison, il montre bien l'erreur de raisonnement de Raphaël Enthoven. Hein. Là-dessus, je suis d'accord. c'est la loi de Moore. Vous préférez que je vous donne 1 million d'euros tout de suite ou que je vous donne 1 centime, que je double tous les jours pendant 30 jours. Le premier jour, vous aurez 1 centime, le deuxième jour 2 centimes, le troisième 4, etc. Y a pas de piège, c'est des maths. Si vous avez choisi le million d'euros, déjà félicitations, mais voyons à côté de quoi vous êtes passé. Après 25 jours, vous auriez reçu un total de 335 000 euros. C'est pas mal, mais c'est beaucoup moins qu'1 million. Sauf qu'il reste 5 jours. En partant d'1 centime doublé tous les jours, le 30e jour, vous auriez reçu un virement de plus de 5 millions d'euros, portant la somme totale à 10 millions. 10 fois plus que ce que vous avez choisi. Ce centime a subi ce qu'on appelle une croissance exponentielle, à l'opposé d'une croissance linéaire qui ne fait qu'additionner 1 centime. Oui, bon, croissance exponentielle. Attends. Non. Il a pas fait une droite pour la croissance linéaire. Oh non. Oh non, Léo, s'il te plaît, au moins fais une droite pour une croissance linéaire, s'il te plaît. Bon, ça m'a trigger, je suis désolé, je suis hyper trigger. Plus 1 centime, une croissance exponentielle se multiplie et ne cesse jamais de Je crois qu'en plus, c'est pas une courbe exponentielle, ça. Hein. Ça a pas l'air d'être la forme exponentielle. prendre de la vitesse. Maintenant, imaginez que vous êtes dans une voiture à 10 km/h et que chaque minute, votre vitesse double. Ingénieur mental, bon, c'est bon. Au bout de 5 minutes, vous foncez à 160 km/h. L'évolution de la puissance de calcul des machines n'est pas linéaire, elle est exponentielle. Aujourd'hui, les limites de l'intelligence artificielle nous laissent le temps de traverser. Mais la loi de Moore nous rappelle de ne pas sous-estimer l'imprévisibilité de sa vitesse. À 10 240 km/h, on n'aura même plus le temps de penser. Je te rappelle que la loi de Moore n'est pas un modèle scientifique de description du monde, d'accord ? C'est pas du tout comme... Déjà, moi, je suis assez défavorable au fait d'appeler des modèles scientifiques des lois. Jamais trop compris pourquoi on appelait ça des lois. Dire, ah, la loi de la gravitation, c'est pas la loi, en fait. C'est bizarre d'appeler ça une loi. Pour moi, c'est antinomique à la méthode scientifique de dire c'est une loi. Parce que du coup, il y avait une loi de la gravitation avec Newton, et au bout d'un moment, quand on a découvert qu'en fait, c'était plus compliqué que ça, et les lois de Newton, entre guillemets, étaient en fait des approximations dans certains cas, des trajectoires, des choses comme ça, mais en fait c'était plus compliqué. C'était pas une loi du coup, c'était un modèle et le modèle était approximatif et on l'a affiné en découvrant des nouvelles choses, en progressant dans notre compréhension du fonctionnement de l'univers, etc. Donc après, je trouve que c'est pas une super idée de dire loi et je pense que de moins en moins de gens disent loi et dans le domaine de la science, on parle plutôt de modèle maintenant. Hein. Rappelle que les modèles scientifiques ne sont pas la réalité, ce sont des approximations de la réalité qui nous permettent de prévoir comment les choses vont fonctionner, mais c'est pas une description de la réalité puisque c'est sujet à être mis en question constamment, la science évolue, tous les ans on fait des nouvelles découvertes, tous les ans on change les modèles parce qu'en fait les anciens modèles ne décrivaient plus telle ou telle situation spécifique qu'on a découvert. Donc c'est pas la réalité. Si vous pensez que les modèles scientifiques et les lois physiques, les lois de la physique sont la réalité, vous comprenez pas la méthode scientifique du coup. Hein. Le problème c'est que dans l'éducation nationale, je pense qu'il y a aussi encore beaucoup de profs qui l'expliquent en disant loi, comme si c'était la réalité. Ça c'est un problème pour moi. Et donc du coup, ouais, la loi de Moore, c'est encore moins une loi parce que du coup, c'est juste un gars qui a dit « Ah tiens, empiriquement, ça a l'air de doubler tous les ans ». Donc oui, pendant un certain temps, ça a suivi plus ou moins cette évolution, cette tendance. Mais bon, récemment, d'ailleurs, ça a un petit peu divergé de cette tendance. On sait qu'au bout d'un moment, de toute façon, avec les limites de taille des transistors, avec les effets quantiques en dessous de 10 nanomètres, 5 nanomètres, etc., de taille de gravure, on va pas pouvoir continuer à juste mettre plus de transistors à l'infini, d'accord ? Et maintenant, dans la recherche en informatique, on est sur des ordinateurs quantiques, on essaye de voir est-ce qu'on peut faire fonctionner des qubits
Il y a un fonctionnement totalement différent. On essaye de mettre une superposition de plusieurs microprocesseurs et de faire d'autres méthodes pour corriger les erreurs qui arrivent à ces petites échelles-là de transistors. Bref. Qu'est-ce qu'il essaie de déduire? Pourquoi il a parlé de la loi de Moore? D'accord, c'est juste pour dire les choses évoluent rapidement. Et donc l'IA va évoluer rapidement aussi. Ouais, c'est vrai, c'est bien de rappeler, oui, la vitesse d'évolution de ces technologies-là et qu'on est au début. À 10 240 km/h, on n'aura même plus le temps de penser. Mais ce que la société nous demande, c'est pas de penser. Nous sommes dans un système capitaliste, dans lequel les citoyens sont à la fois des consommateurs et des producteurs. Ce qu'on attend de nous, c'est de travailler pour obtenir un revenu et de s'en servir pour acheter des biens et des services afin de financer le revenu d'autres citoyens qui consommeront à leur tour. L'économie est circulaire. Une entreprise fabrique une demande, Ça, réel, pour y répondre, elle crée des emplois, ce qui fait circuler l'argent de l'entreprise à la poche des employés, qui leur permet de devenir des consommateurs. La réalité économique, c'est que pour n'importe quelle entreprise, la productivité est vitale. Chaque nouvel employé ajoute un ensemble de coûts, de salaires, de taxes, de gestion, de temps, d'obstacles et d'incertitudes. Dès lors qu'ils auront l'opportunité de s'économiser l'incertitude et les coûts de la main-d'œuvre, ils le feront. Goldman Sachs. Ouais, c'est pas faux ce qu'il dit, ouais. Bon, c'est marrant de dire les entrepreneurs alors qu'on parle des employeurs en fait, qui sont pas forcément les entrepreneurs. Il y a plein d'employeurs qui sont pas des entrepreneurs. Et là, on va avoir un problème. Contrairement à ce qu'on pense, l'automatisation ne rend pas forcément une société plus productive. Elle peut au contraire la paralyser. Si des algorithmes prennent ne serait-ce qu'une partie du travail d'un employé, son nombre d'heures de travail chute et ses revenus avec. Le problème, c'est que la productivité est affectée par la demande, qui est plafonnée par le revenu des consommateurs qu'elle cible. Si le consommateur n'a pas de revenus, il n'y a pas de demande, alors il n'y a plus de production et l'économie est à l'arrêt. Lorsqu'un travailleur est remplacé par une machine, cette machine ne consomme pas ce qu'elle produit. Et si plus personne n'est en mesure de consommer ce que la machine produit, alors elle le fait pour qui ? Ça marche pour une entreprise, mais ça marche aussi pour un gouvernement. Le principal revenu de la France, ce sont les impôts, les cotisations Là-dessus, il a raison. Il a totalement raison. sociales et les taxes sur ce que les gens achètent. Alors comment on peut faire pour que les gens aient encore de l'argent à dépenser ? On peut faire comme Henry Ford. On peut leur donner. Le revenu universel est une proposition dans le paysage politique et qui consiste à donner un revenu sans condition à tous les citoyens, ou presque. De l'argent gratuit, pas comme une faveur, comme un droit. Il y a deux principales oppositions au revenu universel. La première crainte, c'est que le versement d'argent sans condition encourage la paresse et la dépendance. Il faut s'attendre. Attends, pourquoi est-ce qu'il prend ça comme contre-argument au revenu universel ? À ce qu'une partie des bénéficiaires arrête tout simplement de travailler. On peut en penser ce qu'on veut, mais les personnes qui décident de ne pas travailler resteront des consommateurs pour financer celles qui travaillent. Et dans la mesure où l'IA ne laissera peut-être pas assez de jobs pour tout le monde, ça nous arrangera peut-être d'une certaine manière. Pour réguler cette dissuasion au travail, il faut... Ça nous arrangera peut-être. C'est un petit peu bizarre. Donc en fait, il est en train de dire le revenu... Est-ce que lui pense qu'en mettant un revenu universel, il y aurait plus de coercition, genre les gens ne seraient plus forcés à aller travailler et du coup... D'accord, il y a des gens qui travaillent, mais c'est de leur plein gré, parce que techniquement, ils pourraient juste choisir de rien faire, et donc c'est bien. Ouais, alors juste, les gens... Moi, la raison pour laquelle je trouve que c'est une mauvaise idée, le salaire, le revenu universel, là, en fait, on est dans un système où les gens qui possèdent les entreprises, le parc privé de logement, etc., fixent les prix. Qu'est-ce qui empêche, en fait, les propriétaires de dire « Ah, tout le monde maintenant a 1000 euros de revenus, le loyer qui était à 500 euros, maintenant il passe à 1500. » Tous mes locataires qui pouvaient 500 euros de loyer, puisqu'ils le payaient jusqu'à maintenant tous les mois, maintenant ils ont 1000 euros de plus de revenus, du coup j'augmente le loyer à 1500, non ? Et là vous allez me dire « Oui, mais Mulch, les loyers en France sont régulés, tu peux l'augmenter que de X% tous les ans. » D'accord, ok, mais c'est juste un raisonnement global pour tous les prix. Tous les prix peuvent augmenter de la même somme qui vient d'être donnée à tout le monde. Et donc en fait, parce que bon... Sur l'alimentaire, on voit très bien que depuis 2 ans maintenant que tous les gros industriels augmentent les prix. Le gouvernement refuse complètement de faire un blocage des prix, de taxer les super profits, il laisse complètement faire. Donc si on laisse faire ça, tous les prix augmentent, on a juste créé de l'inflation, ça ne servit absolument à rien. Donc moi, c'est pour ça que je pense que ce n'est pas une politique efficace pour améliorer la situation, le revenu universel. Et c'est pour ça que moi, à la place, je préconise de garantir les besoins vitaux. C'est-à-dire, on cible les trucs que les gens ont vraiment besoin, les logements, la nourriture, l'électricité, les transports en commun, la santé publique, les hôpitaux. Et tout ça, on dit, c'est complètement en dehors du marché. On assure tous ces pans-là de l'économie avec des options publiques gratuites. Options publiques gratuites de logement, c'est pas tous les logements qui deviennent publics. Mais techniquement, n'importe qui veut un logement gratuit peut en faire la demande et l'État est obligé de fournir un logement gratuit avec un minimum de confort. C'est largement possible. Pareil pour la nourriture, on ferait des cantines publiques gratuites. L'avantage que ça a, ce truc-là, c'est que on a ciblé tous les trucs. Parce qu'on veut dire, OK, les gens, on va leur donner un revenu universel et comme ça, leurs besoins vitaux sont couverts parce qu'ils vont pouvoir l'acheter, etc. Pourquoi pas directement garantir
ses besoins élémentaires avec des services publics. C'est quand même beaucoup plus efficace. Déjà, il y a le truc de contrôle des prix. Mais en plus, tu donnes un revenu universel à tout le monde. Ils peuvent le dépenser sur des trucs qui sont, par exemple, néfastes pour eux. Ils peuvent le dépenser sur des trucs qu'on ne veut pas techniquement financer avec de l'argent public. Or, en fait, c'est pas compliqué quand même. Les humains ont des besoins vitaux très élémentaires comme ne pas être à la rue. On peut juste dire, on cible l'argent là-dessus, on fait des services publics. Oui, par exemple, bien fait pour tous, t'as raison, ils peuvent dépenser sur des trucs qui sont mauvais pour eux à cause du marketing. À cause du fait qu'ils sont manipulés, dans le statu quo actuel en tout cas, par du marketing de masse qui est fait, de la publicité qui te crée des besoins que tu n'avais pas à la base pour vendre plus de produits et pour faire tourner la machine capitaliste. Ça va être génial, on aura des gens qui vont utiliser leur revenu minimum en drogue et en jeu d'argent, et après on aura quand même des gens en train de mendier, malgré qu'ils sait de quoi se nourrir normalement. Ouais, ça c'est le cas vraiment extrême, hein, mais c'est ce truc-là... La logique, si on est tous d'accord, serait d'avoir un travail qui nous est adapté et qui nous plaise pour pouvoir s'épanouir. Or, je me demande si 8 boulots sur 10, c'est pas un job qui plaît pas du tout à la personne. Oui, une grosse majorité des emplois des gens actuellement, les gens sont pas heureux de faire ce job et que leur vie, ça soit d'être caissier à Auchan, 35 heures par semaine, toutes les semaines pour le reste de leur vie. Ouais, non, je pense que les gens n'aiment pas ça. Hein. Je sais même pas s'il y a besoin de leur demander là-dessus. Hein. Au travail, il faut choisir un revenu assez élevé pour survivre, mais pas assez pour être confortable, afin que la majorité de la population choisisse d'exercer un ou plusieurs jobs à temps partiel. Le truc, c'est que là, il a un peu la bonne idée en disant il faut que ça soit un minimum vital, mais pas non plus un truc où le confort fourni est immense, parce que du coup, il n'y aurait plus de façon d'inciter les gens. Il a un raisonnement de fond similaire à ce qu'on dit nous, c'est juste que il n'a pas encore la strate garantir les besoins vitaux avec des services publics à la place du revenu universel. Mais... On peut envisager que la France donne un revenu de base de 750 € par mois à tous les Français âgés entre 18 ans et 64 ans, l'âge de la retraite. J'ai pas les chiffres exacts de ce que représente cette fourchette de la population, mais on peut estimer le coût du programme à environ 400 milliards d'euros par an. Alors on arrive à la deuxième opposition principale au revenu universel. Comment on finance ça ? J'en ai pas la moindre idée, parce que je suis pas économiste et que chaque début de réponse que je développe est réduit à néant par une opposition. Si vous taxez les grosses fortunes, elles feront de l'évasion fiscale. Si vous taxez les entreprises qui font de... Attends, elles font déjà de l'évasion fiscale actuellement, alors qu'on a supprimé l'ISF, on a mis une flat tax sur le capital, et donc en augmentant l'impôt, il y aura moins d'impôts collectés selon lui. Comment ça fonctionne? Même en disant il y aurait le même pourcentage d'évasion fiscale et de fraude, c'est-à-dire on n'augmente pas du tout la lutte contre l'évasion fiscale, contre la fraude fiscale, ce qui n'a aucun sens, mais d'accord, prenons ce cas-là, il y aurait quand même plus d'impôts collectés, donc ça n'a aucun sens ce qu'il est en train de dire. Hein. Puis juste, je suis désolé, mais sous Macron, il y a eu des licenciements, des gens dont le travail c'est de contrôler la fraude fiscale, d'aller récupérer l'argent de la fraude fiscale. Rappelle qu'il y a entre 60 et 100 milliards par an de fraude fiscale, principalement du fait des gens qui ont les moyens de la faire, c'est-à-dire des riches. Si vous taxez les grosses fortunes, elles feront de l'évasion fiscale. Si vous taxez les entreprises qui font de l'automatisation, elles le feront ailleurs. Si vous réduisez d'autres... Elles le feront ailleurs. Non, mais si elles veulent vendre des produits en France... Ok, genre c'est vraiment... Comment ça marche dans sa tête? Genre, la France, 6e puissance mondiale, 70 millions de consommateurs. Oui, bien sûr, il n'y a aucune entreprise qui va dire on va faire du business en France parce que ils ont taxé l'automatisation. Et encore, faut pas taxer l'automatisation, ça c'est pas une bonne solution. J'ai vraiment l'impression qu'il est en train de régurgiter ce qu'il entend sur les médias mainstream. Il n'a pas trop remis en question le... C'est pas vraiment conforme à la réalité ce qu'il dit. D'autres dépenses publiques, ça aura des conséquences sociales, et emprunter des fonds participerait à creuser la dette nationale, nous poussant encore plus dans la crise. Le revenu universel, qui est peut-être une de nos seules solutions, est potentiellement infinançable. Il ne nous reste qu'une seule question. Il a dit plutôt dans la vidéo, l'économie est un circuit. Donc je comprends pas, il a déjà dit que en donnant un revenu universel à tout le monde, ça serait réinjecté dans l'économie et donc ça serait faisable finalement. Et juste après il dit en fait on n'a pas l'argent public pour le faire. Mais attends, on n'a pas l'argent public, mais je pensais que c'était circulaire, donc on a juste à le prendre à un côté de l'économie et le réinjecter de l'autre côté. Comme ça les gens peuvent dépenser, etc. Enfin même dans sa logique à lui, ce qu'il a dit là n'a pas vraiment de sens. Hein. C'est quoi le message de la vidéo du coup? Parce qu'il commence par dire, il commence avec la réforme des retraites, bon c'est juste pour faire une transition, pour dire en fait on va être à la retraite plus tôt, donc bon. Ensuite on parle de l'IA, ensuite on dit que ça va progresser rapidement, ensuite on dit en fait il y a un problème avec l'automatisation en restant dans le statu quo, parce que ça détruit les emplois, ça renforce le chômage de masse, ça c'est vrai. Il parle du capitalisme très vite fait, et après il dit en fait il y a une solution proposée, c'est le revenu universel, mais ça marche pas.
Donc qu'est-ce qu'on fait? Je comprends pas, Léo Duf, qu'est-ce qu'on fait? On est condamné à être dans un monde avec de moins en moins de gens qui peuvent s'acheter de la nourriture, subvenir à leurs besoins parce qu'on va tout automatiser. Ça va causer du coup une crise économique massive parce qu'on aura juste des usines Amazon qui vont fabriquer tous les produits de façon 100% automatisée, les livrer par drone à des gens. Mais en fait, plus personne va l'acheter, ça va juste tourner dans le vide et faire une énorme crise de la surproduction. On est condamné à ça, genre on peut vraiment pas faire autrement, Léo Duf. Est-ce qu'on peut quand même essayer d'imaginer des solutions et de sortir un peu de l'absence totale de créativité économique et sociale? Et le truc de les riches vont s'en aller si on les taxe, je sais pas, genre ça fait 10 ans que la gauche a expliqué que on pouvait très bien faire un impôt universel qui était aussi appliqué à l'étranger en exerçant l'extraterritorialité comme le fait les États-Unis, en disant toutes les banques étrangères qui ont des citoyens français comme clients doivent partager les informations, etc. Comme ça on applique les impôts français pour tous les citoyens français, même s'ils essayent d'aller à l'étranger pour faire de l'évasion en fait. Les États-Unis le font déjà depuis des décennies et ça marche très bien. Bizarre quand même d'ignorer tous ces... Est-ce que c'est juste parce qu'il les a pas encore entendus, toutes ces solutions proposées? On va présumer que c'est parce qu'il en a pas la connaissance, évidemment. Le revenu universel, qui est peut-être une de nos seules solutions, est potentiellement infinançable. Il ne nous reste qu'une seule question. Peut-être une de nos seules solutions? Bah non du coup. Est-ce qu'on doit arrêter l'intelligence artificielle? Ce serait dommage. Je suis volontairement Non, du coup, faut pas arrêter l'intelligence artificielle. alarmiste parce que je crois qu'on n'a aucune idée de ce à quoi ressemblera la société dans 40 ans. Et si l'intelligence artificielle est aujourd'hui pratique mais extrêmement limitée, il faut quand même se préparer au meilleur comme au pire. Mais de toute façon, je suis pas sûr que la question se Il faut se préparer au meilleur comme au pire? Ouais, ça veut absolument rien dire. pose. On ne peut pas arrêter l'intelligence artificielle. Goldman Sachs estime qu'elle a le potentiel d'entraîner une croissance économique mondiale de 7 000 milliards de dollars. Comment ça, on peut pas l'arrêter? On peut l'encadrer, on peut la réguler. C'est un peu bizarre, non? Je sais pas, par exemple, au début de la voiture, il y avait peu de normes de régulation des voitures. Il y avait beaucoup d'accidents de voitures, d'accord? Il y avait des voitures qui brûlaient parce qu'il n'y avait pas de régulation, de standards mis en place au niveau légal. Il y avait beaucoup d'accidents, il n'y avait pas de ceinture de sécurité, par exemple, pendant des décennies. Donc on avait une nouveauté technologique qui s'est répandue massivement, très rapidement, qui causait certains problèmes, et les problèmes engendrés, en fait, on les a régulés avec des lois, etc. Donc oui, est-ce qu'on peut ne pas arrêter... Déjà, on peut arrêter les voitures, et moi je suis pour qu'on arrête les voitures, donc ça c'est un bon exemple d'une avancée technologique où après on se rend compte qu'en fait on pourrait faire mieux encore que cette avancée technologique-là. C'est juste bizarre ce genre de take. De toute façon, la technologie va progresser, on peut pas l'arrêter, elle est toute puissante, elle est devant nous, les gouvernements peuvent rien faire. Pourquoi on dit ça en fait? Quel est l'objectif de dire ça? J'y crois pas beaucoup, mais imaginons que vous arrivez à convaincre les pays européens que le déploiement de l'intelligence artificielle à échelle industrielle est une mauvaise idée. Maintenant, allez convaincre les États-Unis, la Chine, la Russie. Vous savez ce qui arrive à une nation qui ne se lance pas dans une... Ça, c'est un sophisme, hein. Si on améliore le monde à l'échelle européenne, en fait, c'est pas bien parce que dans d'autres continents, ils vont pas le faire aussi. Bah, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de dire? L'objectif, c'est de propager du dooming. En fait, c'est un sort de doomer néolibéral, j'ai l'impression, hein. Ouais, beaucoup de défaitisme, beaucoup de pessimisme quant au futur. Je sais pas s'il est conscient de ce qu'il fait, mais je pense qu'on a un bon exemple d'une personne qui a un très grand manque d'imagination quant au futur, sur le plan politique, sur le plan de l'organisation sociale et économique qu'on pourrait faire. Est-ce que c'est pas l'exemple parfait du réalisme capitaliste? L'idée que c'est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme moderne. C'est bizarre de dire la seule solution c'est le revenu universel et j'en vois pas trop d'autres et tout. C'est étrange de dire ça. Hein. Combien de vues cette vidéo? 230 000. Il a 500 000 abonnés. Faut l'inviter à discuter tout de suite. Ah, je suis hyper chaud de discuter avec lui. Hein. Ouais. En ce moment au cinéma, il y a un film très sympa sur un gars qui s'appelle Robert Oppenheimer, qui est considéré comme le père de la bombe atomique que les États-Unis ont lancé sur le Japon, tuant 200 000 personnes pour montrer qui domine. Ce que raconte ce film, c'est que les gouvernements se foutent de savoir ce qui est bénéfique ou non pour l'humanité à long terme. Tout ce qui compte, c'est d'avoir l'avantage maintenant. Ah, j'aime pas ce truc. Là, ça me donne des vibes presque libertariens. Les gouvernements se foutent de ça, etc. Pas par essence. En fait, c'est bizarre. Léo Duf, on vit dans une démocratie. Donc, on peut choisir quel programme, quelle personne on met au gouvernement, en fait. Par exemple, toi, Léo Duf, tu pourrais te présenter, tu pourrais gagner des élections et faire partir du gouvernement dans le futur. On sait jamais. Et dans ce cas-là, est-ce que toi, tu vas t'en foutre? Est-ce que d'un coup, ah ça y est, t'es dans le gouvernement, donc maintenant tu vas faire les pires politiques en s'en foutant complètement du bien-être des gens? Je pense pas, en tout cas j'espère que non.
dans cette hypothèse-là. Donc, du coup, c'est bizarre. Penser que le gouvernement et l'État seraient intrinsèquement une institution qui s'en fiche complètement de l'intérêt général, sachant qu'historiquement, on a obtenu un tas d'avancées pour l'intérêt général à travers des lois, des régulations, des avancées sociales à travers le gouvernement, en fait. D'ailleurs, est-ce que c'est pas littéralement 100% des avancées sociales qui sont obtenues techniquement à travers des décisions collectives qui sont retranscrites dans des lois, du coup? Rien que le fait qu'il y a des régulations sur les normes de construction des bâtiments, il y a des routes publiques, il y a des transports en commun, il y a des hôpitaux publics, enfin tout ça c'est le gouvernement et l'État qui le fait. Bizarre. Le truc anti-État, anti-gouvernement par principe, j'ai toujours trouvé ça assez cringe. Qui est bénéfique ou non pour lui. Genre l'État, le gouvernement n'a pas vos intentions en tête, ils ont pas ces objectifs-là pour vous. Par contre, les entreprises privées qui font de l'IA vont nous apporter plein d'avancées et qui vont améliorer nos vies. Hein. C'est un peu le sous-texte de ce qu'il dit quand même. Hein. C'est un peu le sous-texte. L'humanité à long terme. Tout ce qui compte, c'est d'avoir l'avantage maintenant. Oui, ça c'est vrai que c'est un comportement toxique pour l'humanité qu'ont beaucoup de gouvernements et qu'ont eu beaucoup de gouvernements dans l'histoire. Je suis d'accord Léo avec toi là-dessus, mais c'est pas un truc intrinsèque au gouvernement. Il faudrait pas donner cette idée-là parce que du coup, les gens se disent je vais pas participer à la démocratie, je vais pas essayer de changer les choses dans les institutions et mettre au pouvoir des projets politiques qui sont réellement positifs pour l'intérêt général et qui pourraient nous sortir de ce statu quo néolibéral dans lequel on est. Nous façonnons nos outils, puis nos outils nous façonnent. Les forces de changement que nous fabriquons ne sont pas des entités à part entière, ce sont les produits de l'esprit humain. La technologie ne définit jamais notre avenir, nous le faisons. Le progrès ne se résume pas à l'avancée technologique, c'est la réalisation des utopies que nous portons en nous. Pourvu qu'elles soient bonnes. Ok, je suis d'accord avec ça. Et du coup, en fait, c'est très bien qu'il conclue là-dessus parce que du coup, Léo Duf, si tu veux qu'on discute de systèmes post-capitalistes qui pourraient régler, selon moi, hein, moi je prétends pas détenir la vérité, mais j'ai des avis là-dessus et j'ai des arguments pour essayer de soutenir mes avis. Si tu veux qu'on discute de ça et de comment on pourrait pallier au problème qui est en effet un vrai problème, l'automatisation massive des emplois dans un système où les moyens de production sont possédés et contrôlés par une toute petite minorité de possédants qui l'utilisent dans l'objectif, même malgré eux, hein, parce que c'est le système économique qui veut ça, mais qui l'utilisent dans l'objectif de maximiser leurs profits personnels. S'ils le font pas, ils meurent sur le marché, donc c'est même pas de leur faute. Hein. Le problème, c'est le système, le problème, c'est pas les individus. Mais le système pousse à ça, et du coup, oui, c'est un problème puisque on pourrait carrément se retrouver dans une situation... Déjà, c'est un peu le cas aujourd'hui, hein. Il y a 7 millions de demandeurs d'emploi au sens de Pôle emploi en France, 300 000 emplois disponibles sur Pôle emploi, même c'est les plus grosses estimations. Donc il y a déjà un gros problème entre les demandeurs d'emploi et les emplois disponibles. Et oui, c'est vrai qu'en grande partie, c'est dû à des progrès technologiques, à de l'automatisation, couplés au fait qu'on est dans un système capitaliste. Parce qu'en fait, on peut juste réduire le temps de travail des gens. Et pour pallier à la baisse de niveau de vie, on peut prendre sur les méga profits des entreprises qui distribuent des milliards de dividendes aux actionnaires. Actionnaires qui ne travaillent pas du tout. Donc en fait, on peut très bien déjà régler ce problème actuellement. Et en allant vers des propriétés collectives des moyens de production, que ce soit des services publics, des marchandisés pour tout ce qui est besoins vitaux, ou des coopératives possédées et gérées démocratiquement par les travailleurs pour les boîtes privées, en allant le plus possible vers ça, on règle en fait ce problème de les gens n'auront plus les moyens et on peut littéralement automatiser tout. Mais l'automatiser de façon à ce que ça améliore le niveau de vie des gens et le bonheur des gens. C'est complètement possible en fait. Et c'est ouf de se dire qu'on est dans un système où le système économique freine les progrès de confort, de bien-être, de bonheur, de ne pas avoir à faire des jobs chiants pendant toute notre vie. Ça freine ça et c'est le système économique le problème. Le problème c'est le système capitaliste dans lequel on est. Moi je veux être dans un système où on peut faire exploser l'automatisation, l'IA au plus possible. Alors bien sûr en restant dans des limites quant à notre impact sur notre environnement, parce que ça aussi c'est un risque pour notre bien-être. Donc ça, faut prendre ça en compte. Mais oui, on peut automatiser un tas de trucs et que ça soit bénéfique pour l'ensemble de la population. Que ça soit pas une automatisation de moyens de production possédés par une toute petite minorité qui va faire exploser leurs profits et avec une
classe de travailleurs qui va se retrouver sans job, complètement incapable d'acheter du coup, de payer leur loyer, d'acheter leur nourriture, de juste participer économiquement à la société, qui vont se retrouver à la rue. Enfin, il y a déjà 300 000 personnes à la rue. Il y a 10 millions de personnes sous le seuil de pauvreté qui sont en grosse galère parce qu'on est dans un système libéral capitaliste comme ça. Mais il y a des solutions. Vraiment, Léo Duff, il y a des solutions argumentées qui ont été prouvées comme efficaces dans un tas de contextes. Et on peut aller vers une meilleure société. On peut changer le monde en gardant toutes les innovations technologiques parce qu'évidemment, ça n'a pas de sens de rejeter des progrès technologiques qui vont améliorer nos vies. Je suis d'accord. Après, techniquement, il y a des bonnes takes dans la vidéo. Hein. Moi, j'ai la take de l'économie est un circuit et du coup, l'automatisation peut avoir des effets délétères et tout. Enfin bon, c'est pas faux. Hein. C'est juste qu'il faudrait qu'il arrive à appliquer ce raisonnement-là jusqu'à la fin de la vidéo. En termes de message, la vidéo est catastrophique. Si à la fin, il voulait ouvrir sur des perspectives d'espoir en parlant d'utopie, il faudrait qu'il finisse pas sur une image d'explosion nucléaire. Il faudrait qu'il réapparaisse à l'écran pour renforcer le propos. En fait, c'est juste que il faut comprendre qu'actuellement, ce qui fait que les gens, par exemple dans les élections, ne votent pas pour des vraies solutions qui vont dans le bon sens, qui pourraient améliorer leur vie, c'est en très grande partie quand même de l'absence d'imagination d'un futur meilleur, du défaitisme, du dooming, beaucoup d'angoisse, d'anxiété, de négativité quant à notre futur collectif. Et les gens ont des bonnes raisons d'avoir peur, hein. Ils ont des bonnes raisons d'avoir peur du futur et tout, mais le truc c'est qu'on ne peut pas rester éternellement dans cet état de « Putain, c'est fou, si on continue dans le néolibéralisme, le futur c'est de la merde, ouais d'accord, venez on essaye de le changer du coup, venez on essaye de prendre en main notre destin. On n'a qu'une vie les gens, hein. Vous êtes vivants maintenant, dans quelques décennies vous êtes morts, mais on peut avoir des vies cool en fait, on peut faire des trucs cool, on peut améliorer notre destin collectif pour nous, pour nos enfants si on veut en avoir. On peut changer le monde. Et en fait, c'est ce qu'on a toujours fait. Des générations avant nous, nos grands-parents étaient dans un monde où ils pensaient que c'était littéralement la fin du monde parce que c'était la guerre froide, c'était la destruction mutuellement assurée si jamais un des deux camps, URSS ou États-Unis, utilisait à un seul moment des armes nucléaires. C'était littéralement un hiver nucléaire qui avait des grandes chances de détruire toute capacité d'avoir une vie heureuse sur Terre pour une majorité de l'humanité. Donc ouais, en fait, eux aussi, ils étaient hyper doomers par rapport à ça. Bah, en fait, il s'avère que ça ne s'est pas passé comme ça. Il y a eu certains traités de non-prolifération. Il y a eu la chute de l'URSS, la détente. Il y a encore ce problème-là. Hein. Les armes nucléaires sont toujours un problème. Mais bon, tous les gens qui pensaient que c'était la fin du monde ont eu tort jusqu'à maintenant, en tout cas. Hein. Et je peux vous prendre un exemple comme ça. La crise de 29 aux États-Unis. Tout le monde était en dépression pendant 10 ans. Tout le monde pensait que le futur était sombre, que voilà, et bah en fait, non, il y a eu des relances keynésiennes, il y a eu des politiques progressistes économiquement qui ont sorti les gens de la misère. On a toujours dû se battre pour un monde meilleur, pour changer les choses, pour changer les institutions, le fonctionnement de l'économie, mettre en place des meilleures lois. Et on va juste continuer à le faire. C'est juste que voilà, est-ce que vous voulez être dans le camp des gens qui sont négatifs sur l'avenir, doomers, défaitistes, qui n'arrivent pas à imaginer des choses meilleures, ou est-ce qu'on essaye de vraiment changer les choses en faisant notre maximum, en expliquant, en créant des nouveaux systèmes économiques? Pourquoi est-ce que le capitalisme néolibéral serait la fin de l'histoire économique de l'humanité? Enfin non, moi je pense qu'on est au début de l'humanité. Et je pense qu'on va faire des trucs super cool. Par exemple, sous le féodalisme, personne n'imaginait qu'on pouvait sortir d'une monarchie absolue de droit divin et qu'on allait avoir 100 ans après des progrès scientifiques, l'électricité, la démocratie bourgeoise, mais démocratie quand même, hein, c'est quand même beaucoup mieux aujourd'hui que le féodalisme, qu'on aurait les droits de l'homme, qu'on aurait un niveau de confort moderne et tout. Enfin ouais, en fait, la vie s'est améliorée. From dooming to blooming. Après, c'est vrai que ouais, la propagande mainstream capitaliste, néolibérale, véhicule ce sentiment de il n'y a pas d'alternative, on peut pas faire mieux, la fin de l'histoire de l'humanité, c'est le système capitaliste. Parce qu'en fait, il rend naturel l'économie capitaliste, la propriété privée des moyens de production, le marché comme seule institution qui peut gérer les échanges entre humains. Alors je suis pas pour la fin des marchés, bien sûr que non, hein, mais peut-être dans certains domaines, c'est mieux de s'organiser avec des services publics, je pense. Hein. Je suis d'accord que c'est une question d'imagination pour changer d'horizon des possibles. On ne peut pas améliorer les choses si on ne peut pas imaginer une réalité alternative. C'est pour ça que le travail sur les utopies est essentiel. Moi, je les nommerais pas utopies, en fait. Je sais pas trop pourquoi on utiliserait le terme utopie. Attendez, c'est quoi la définition d'utopie, d'ailleurs ? Pour être exact. Utopie, construction imaginaire et rigoureuse d'une société qui constitue par rapport à celui qui la réalise un idéal ou un contre-idéal. 2. Projet dont la réalisation est impossible, conception imaginaire.
Ouais, le truc c'est quand vous dites utopie, en fait, les gens entendent vraiment la définition numéro 2, genre ah, tu proposes une utopie, bah ouais, c'est ça, c'est qu'une utopie et donc c'est pas réalisable. Ouais, je trouve que le terme utopie n'est pas le truc le plus stratégique. Utopie dans le sens monde alternatif meilleur. Ouais, mais en fait, les gens l'entendent pas comme ça le mot. Hein. Bien fait pour tous, en fait, on propose juste des trucs possibles et on parle même plus d'utopie. Ouais, je suis d'accord, genre je vois pas l'intérêt de parler d'utopie, on dit juste bah venez, on peut faire ça en fait. On le propose et tout, ouais.